Scène 1. Intérieur. Bureau sombre. Nuit. L'écran est noir. On n'entend que le cliquetis métallique régulier d'un cadran rotatif. Clic, clic, clic. Une lampe de bureau s'allume brusquement, révélant un homme de dos, penché sur une armoire métallique massive. Devant lui, 9 classeurs. 9 coffres qui renferment le destin de l'humanité, les plans de la bombe atomique. Chaque calcul de neutrons, chaque gramme de plutonium, chaque secret que l'Amérique possède sur la fin du monde est ici. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la cybersécurité, les coffres-forts biométriques ou les codes de cryptage inviolables. Vous pensez que le secret le plus dangereux de l'histoire a été protégé par des armées et des technologies futuristes ? C'est le premier mythe que nous allons briser aujourd'hui. En 1945, la sécurité de la bombe atomique reposait sur une illusion. Et cette illusion a été pulvérisée par un homme, un trombone à la main et une question toute bête. Et si les experts se trompaient ? Texte à l'écran, la sécurité est une fiction. L'homme devant ce coffre, c'est Richard Feynman. À 27 ans, il est déjà l'un des physiciens les plus brillants du projet Manhattan. Mais Feynman a un problème philosophique. Pour lui, une affirmation sans preuve est un crime contre l'intelligence. Et quand l'armée américaine lui dit « Vos secrets sont en sécurité », Feynman n'entend pas une information. Il entend un défi. Archives, Los Alamos, 1943. Des images d'archives montrent le désert du Nouveau-Mexique, des baraquements en bois, de la poussière. Nous sommes en 1943, Los Alamos, le centre du monde. On y construit l'arme qui doit mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. C'est le projet le plus classifié de l'histoire. Et pourtant, quand Feynman arrive, il découvre une farce. Les documents top secrets ? Stockés dans des classeurs fermés par de simples cadenas. Le genre de cadenas que vous achetez pour 3 francs 6 sous à la quincaillerie du coin pour fermer votre casier de sport. Vous voulez me dire que le design d'une arme capable de raser une ville est derrière une serrure que je peux ouvrir avec un cure-dent ? Les officiers de sécurité haussent les épaules. On est au milieu du désert, Richard. Il y a des gardes partout. Qui va entrer ici ? Grave erreur. Car l'ennemi n'est pas forcément un espion soviétique caché derrière un cactus. L'ennemi, c'est la complaisance. Feynman commence alors son premier jeu. Avec un simple trombone plié et un petit tournevis, il apprend à crocheter ses cadenas en quelques secondes. Il entre dans les bureaux de ses collègues, emprunte un rapport ultra secret et le leur rend le lendemain avec un sourire. « Merci pour ton papier, c'était fascinant. » Pas d'alarme, pas d'enquête. Juste un physicien prouvant que la barrière entre le secret et le chaos est aussi fine qu'un fil de fer. Scène 2. Animation graphique. Le mythe du million. On voit un coffre-fort moderne de l'époque, un Mosler avec un cadran à 3 chiffres allant de 0 à 100. Après 18 mois de ce petit manège, l'armée finit par s'inquiéter. Ils sortent l'artillerie lourde, exitent les cadenas, voici les classeurs Mosler. De l'acier lourd, un cadran à 3 chiffres. Les mathématiques sont formelles. 100 possibilités pour le premier chiffre, 100 pour le deuxième, 100 pour le troisième. 100 fois 100 fois 100 égale 1 million de combinaisons. Attends, 1 million ? Même si tu essaies un code toutes les 10 secondes, sans dormir, il te faudrait plus de 3 mois pour ouvrir un seul coffre. Là, c'est vraiment sûr, non ? C'est là que le cerveau de Feynman, et le vôtre, doit pivoter. Dans le monde théorique, oui, c'est sûr. Mais nous ne vivons pas dans un monde théorique. Nous vivons dans un monde fait de métal, de graisse et d'imperfections mécaniques. Feynman s'assoit devant son propre coffre et commence à écouter. Il ne cherche pas le code, il cherche la faille du design. La cible de fléchette. Imaginez que vous deviez viser le centre exact d'une cible de fléchette, le point 0,000 mm. C'est statistiquement impossible. Mais la cible a une zone de tolérance. Si vous touchez à 2 mm à côté, ça compte quand même comme un bullseye. Les ingénieurs de chez Mosler ont fait une erreur de physique élémentaire. Pour que le mécanisme de verrouillage se déclenche, il n'est pas nécessaire d'être sur le chiffre exact. Il y a une marge d'erreur, un jeu mécanique.
Feynman découvre qu'il suffit d'être à 2 unités près. Si le chiffre est 40, le coffre s'ouvrira aussi sur 38, 39, 41 ou 42. D'un coup, les mathématiques s'effondrent. On ne traite plus chaque unité comme une possibilité, mais chaque groupe de 5 chiffres. Le cadran n'a plus 100 positions effectives, il en a 20. Refaites le calcul avec moi. 20 fois 20 fois 20, 8000 combinaisons. 8000, ce n'est plus une montagne infranchissable, c'est une colline qu'on peut gravir en une journée de travail. Le mythe du million vient de mourir sous les doigts d'un homme qui a compris que la perfection technique n'existe pas. Mais Feynman ne va pas s'arrêter là. Pourquoi passer 8 heures à tester des codes quand on peut utiliser la psychologie humaine pour réduire ce temps à quelques secondes ? Pourquoi forcer la porte quand le propriétaire vous laisse la clé sous le paillasson sans même le savoir ? Scène 3. Intérieur. Bureau de recherche. Jour. Feynman est assis, non pas devant un coffre fermé, mais devant un coffre ouvert. Ses doigts dansent sur le cadran. Il ne cherche pas à entrer, il cherche à comprendre comment le mécanisme parle quand il est déverrouillé. Pour la plupart des gens, un coffre ouvert est une porte close pour l'esprit. On a fini de s'en servir, on passe à autre chose. Mais pour Feynman, c'est une salle d'autopsie. Il remarque une chose fascinante. Tant que l'armoire est ouverte, le pêne est rétracté, mais le cadran, lui, continue de tourner librement. Et en le tournant avec une attention de chirurgien, il sent des résistances, des petits cliquetis presque imperceptibles. Le mécanisme avoue ses secrets au moment précis où l'on ne se méfie plus de lui. La trace dans la neige. Imaginez que vous marchiez dans une forêt vierge. Si vous voulez savoir où quelqu'un cache son trésor, vous n'allez pas creuser partout au hasard. Vous attendez qu'il sorte de sa cachette et vous regardez ses empreintes de pas dans la neige. Le cadran du Mosler, c'est la neige. Quand le propriétaire ouvre son coffre le matin, il laisse des empreintes mécaniques. Feynman réalise qu'en manipulant le cadran d'un coffre déjà ouvert, il peut identifier les 2 derniers chiffres de la combinaison. Les butées du mécanisme laissent une signature tactile. D'un coup, on ne parle plus de 8000 combinaisons. On parle d'une seule variable inconnue, le premier chiffre. Et avec sa règle de tolérance des groupes de 5, il ne reste plus que 20 possibilités. 20. Un gamin de 10 ans pourrait ouvrir le secret de la bombe atomique en moins de 2 minutes s'il connaissait ce tour. Scène 4. Le jeu social. Le jeu des ivrements, elkemain de vidéo, mais de merce. Mais de merce, vous verrez votre 10 ans téquaré. Eh bien, c'est de feurt et moi à la pan de 4 nœuds. Ce tour de nos venus. Le jeu comprit ce tour se faire, le de première de s'autre vite. Le jeu atteint évidemment, de t'a dire que cela demantel, c'est le de vidéo virement le tel. C'est par le faire, il méropovoril. Il s'il connaissait ce tour social, le jeu social, le jeu social, le jeu social, le jeu social. Jeu social bombom atomique. De ce tour mais, dom quelle vidéo, le jeu bousé don éterment. Le social, le jeu social. Bien sûr de mai, de revire de les captant des faire ce 40 des minutes de vidéo, ces 2 minutes s'il connaissait ce tour social. Le jeu bouvrir le secret de la bombe atomique en moins de 2 minutes s'il connaissait ce tour social. Le jeu social, le jeu social, le jeu social. Il s'il connaissait ce tour social, le jeu social, le jeu social. Le jeu revrir le secret de la bombe atomique en moins de 2 minutes s'il connaissait ce tour social. Le jeu social, le jeu social. Le jeu 2 minutes, le jeu social, le jeu social. Ce tour social, le jeu social méta. Ce tour social, le jeu social. Le jeu 2 minutes, le jeu social méta. Un gamin de 10 ans pourrait ouvrir le secret de la bombe atomique en moins de 2 minutes s'il connaissait ce tour social. Le jeu pour ouvrir le secret de la bombe atomique en moins de 2 minutes s'il connaissait ce tour social. Ou gamin de 10 ans pourrait ouvrir le secret de la bombe atomique en moins de 2 minutes s'il connaissait ce tour social. Je sais le mettant de nos premières nœuds, de pouvre et jour de mai, 2 minutes sur D. Le jeu qu'ensuite de jour de 2, c'est voudrir le chécrire ce tour social.
Toutes les gamins de 10 ans pourraient ouvrir le secret de la bombe atomique en moins de 2 minutes s'ils connaissaient ce tour ciel. Je sais le mettant de noutre vous, c'est le 2 minutes, le commandier, le jeu sociel. Je sais le bien ce nouveau, le premièrement de 2 minutes. Je sais le mettant de 2 minutes, c'est le 2 minutes, le premièrement. Le jeu de captant, le jeu offert, s'il connaissait ce tour ciel. Le gamin de 10 ans pourrait ouvrir le secret de la bombe atomique en moins de 2 minutes s'il connaissait ce tour ciel. Le jeu de rétrevide, le jeu social, le jeu social. Le jeu de minutes, le jeu social, le jeu social. Le captant, le jeu social. Le jeu ouvrir le secret de la bombe atomique en moins de 2 minutes s'il connaissait ce tour ciel. Le jeu de minutes, le jeu social, le jeu social. Le jeu de minutes que lever, le jeu social, le jeu social. Je sais le mettant de 2 minutes, s'il 2 minutes, le vaugrir le secret de la bombe atomique en moins de 2 minutes s'il connaissait ce tour ciel. Le jeu social mettant, le jeu social, le jeu social. Le jeu de minutes, le jeu social, le jeu social. Le jeu de minutes se ouvrir le secret de la bombe atomique en moins de 2 minutes s'il connaissait ce tour ciel. Le jeu de minutes qu'il veut, le jeu social, le jeu social. S'être fait sourire que veut, le jeu social, le jeu social. Je sais le mettant de 2 minutes et le commandre-vous, le jeu social, le jeu social. Le jeu social mettant, le jeu social, le jeu social. Le jeu social, le jeu social, le jeu social. Le jeu commandard, le jeu social, le jeu social. Le jeu social, le jeu social, le jeu social. Le jeu samange, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Ce tour social, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social. Le jeu s'important, le jeu social, le jeu social.
Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. Le jeu Saint-Porment, le jeu social, le jeu social. On voit Feynman entrer dans le bureau d'un collègue éminent, disons Hans Bethe ou Édouard Teller. Il s'appuie nonchalamment contre le meuble de dossier en parlant de physique nucléaire. Dis-moi Hans, cette intégrale sur la diffusion des neutrons, tu ne penses pas qu'on néglige l'effet de Bohr ? Pendant qu'il discute de la fin du monde et de la structure de l'atome, sa main, derrière son dos, s'amuse avec le cadran du coffre ouvert de son collègue. Ses doigts mémorisent les clics. 27, 18. Il ne regarde même pas. Il écoute avec ses phalanges. Le collègue, captivé par la discussion scientifique, ne prête aucune attention à ce mouvement machinal. C'est le principe de base de l'illusionnisme. On regarde le visage qui parle. On ne regarde pas les mains qui agissent. En quelques mois, Feynman se constitue un catalogue mental. Bureau après bureau, café après café, il récolte les clés du royaume. Il devient Feynman, le perceur de coffres. Une légende urbaine au sein même de la base secrète. Quand un scientifique s'absente et qu'on a besoin d'un document en urgence, on appelle Richard. On appelle Richard, et Richard, pour entretenir le mythe, fait son petit cinéma. S'ils pensent que c'est facile, ils vont changer leur serrure. Alors je les fais sortir de la pièce. Je leur dis que c'est un travail de concentration extrême. Je m'assois, je lis un magazine pendant 10 minutes, puis j'ouvre le tiroir bruyamment et je les rappelle. Ils sont impressionnés. La sécurité est un spectacle, et j'en suis le premier acteur. Scène 5. La douleur sous la science. Dimension philosophique. Le ton change. La musique devient plus mélancolique, plus sobre. Des images d'une lettre manuscrite, d'une montre qui s'arrête. Mais pendant que Feynman joue les pickpockets de génie pour tromper l'ennui du désert, sa réalité est ailleurs. À 200 miles de là, dans un sanatorium d'Albuquerque, sa femme, Arlène, se meurt de la tuberculose. Chaque week-end, il fait la route. Il passe de l'invention de l'arme absolue à l'impuissance absolue face à la biologie. Le contraste est violent. D'un côté, il maîtrise les secrets de la matière. De l'autre, il ne peut rien contre une bactérie qui ronge les poumons de celle qu'il aime. On se demande souvent pourquoi Feynman était si obsédé par ses serrures. Était-ce juste pour frimer ? Non. Je pense que c'était sa façon de crier au monde que tout ce que nous pensons solide est une illusion. Les coffres-forts ne sont pas sûrs, les frontières ne sont pas étanches, et la vie elle-même est une serrure dont on n'a pas la combinaison. Arlene meurt en juin 1945, quelques semaines avant le premier essai nucléaire. Feynman est là. Il voit l'horloge de la chambre s'arrêter au moment précis du décès. Une coïncidence physique ? Ou un dernier clin d'œil d'un univers qu'il essaie désespérément de décoder. Scène 6. Le mythe des experts. La claque de réalité. Retour à la technique. Le narrateur s'adresse directement à la caméra. Et si je vous disais qu'il y avait encore plus simple que de tâter des cadrans ou de faire de la psychologie ?
Feynman a découvert une vérité universelle qui s'applique encore à vos mots de passe aujourd'hui. L'humain est paresseux. Avant de tenter la moindre manipulation, Feynman essayait toujours une chose, la combinaison d'usines. Le code par défaut que le constructeur Mosler mettait dans chaque machine avant l'expédition. Non, pas des physiciens nucléaires, pas les mecs qui calculent des sections efficaces de neutrons au petit déjeuner. Ils sont trop intelligents pour laisser le code 000000, non? Les chiffres disent l'inverse. Un coffre sur 5 à Los Alamos s'ouvrait avec le réglage d'usine. 20% des secrets atomiques étaient protégés par rien du tout. Ces génies étaient si concentrés sur la complexité de l'atome qu'ils oubliaient la simplicité de la négligence. Ils pensaient que parce que l'objet était lourd et sophistiqué, ils les protégeaient par magie. C'est le paradoxe de l'expert. Plus on est intelligent, plus on risque de tomber dans le piège d'une erreur stupide. Scène 7. Transition vers l'après-Guérel. Écran devient blanc. On entend le souffle d'une explosion lointaine. Le test Trinity. La guerre se termine. Les bombes tombent sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde a changé, mais pas la nature humaine. Feynman revient à Los Alamos pour régler quelques dossiers administratifs. Il a besoin d'un document. Mais c'est le week-end. La bibliothèque est fermée. Et c'est là, dans le silence des couloirs vides, qu'il va réaliser son chef-d'œuvre. Il ne va pas seulement ouvrir un coffre. Il va entrer dans la tête d'un homme. Il se retrouve devant les 9 classeurs de Friedrich de Hofmann. Cette fois, pas de code d'usine, pas d'empreinte sur le cadran. De Hofmann est un homme méticuleux. Mais de Hofmann est aussi un mathématicien. Et pour un homme comme Feynman, c'est une piste plus claire que n'importe quel code-barre. Scène 8. Intérieur. Bureau de Hofmann. Week-end. Le silence est pesant. Feynman est seul face aux 9 sentinelles d'acier. Il n'a pas d'outils, pas de stéthoscope de cinéma, rien. Juste son cerveau, qui tourne à plein régime, comme un processeur qui surchauffe. Frédéric de Hofmann n'est pas un débutant. C'est un physicien de haut vol. Il sait que le code d'usine est une faille. Il sait que le jeu mécanique existe. Il a changé ses combinaisons. Feynman essaie quelques chiffres au hasard, juste pour sentir la serrure. Rien. Le métal reste muet. C'est là que Feynman s'arrête. Il recule d'un pas, croise les bras et regarde la pièce. Il ne regarde plus le coffre comme un objet physique, mais comme une extension de la psyché humaine. Richard, si tu étais un génie obsédé par la précision, mais que tu avais la flemme de mémoriser 9 codes différents pour 9 tiroirs différents, qu'est-ce que tu ferais? Tu choisirais une constante, quelque chose d'universel, quelque chose de beau. Il s'approche du bureau de la secrétaire. Un petit cadenas simple, celui-là. Il l'ouvre en un clin d'œil. Il fouille. Il trouve une feuille avec un gribouillage en haut à gauche. Pi égale 3,14159. Bah voilà, c'est fini. Le code c'est pi. 31 41 59. Même moi j'y aurais pensé. C'est pas du génie, c'est juste de la fouille de tiroir. Détrompez-vous. Feynman et ses 31 41 59. Le cadran résiste. Il essaie d'autres variantes de pi. Rien. Pourquoi? Parce que Feynman comprend la hiérarchie de l'ego scientifique. De Hofmann est un physicien. Pour un physicien, pi, c'est pour les ingénieurs. C'est trop commun. C'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6 du monde des maths. Si vous voulez être élégant, si vous voulez vous sentir membre de l'élite intellectuelle, vous choisissez l'autre. La constante discrète. La base des logarithmes naturels. Le nombre d'Euler, environ 2,71828, c'est là que la magie opère. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est la croissance, c'est l'intérêt composé, c'est la courbe de la vie elle-même. Pour un mathématicien, est bien plus sexy que pi. Feynman pose ses doigts sur le cadran. 27, 18, 28, clac! Le pen se libère. Le tiroir glisse. Feynman sourit. Il vient de craquer le code non pas en cassant l'atome, mais en décryptant la vanité d'un collègue. Scène 9. Le paradoxe du spectacle.
Feynman décide de transformer cette faille de sécurité en une leçon de théâtre. Il attrape un crayon gras rouge et du papier jaune. C'est ici que Feynman devient le trickster, la figure mythologique qui sème le chaos pour révéler la vérité. Il ouvre le premier tiroir et laisse un mot. Quand les combinaisons sont toutes les mêmes, l'une n'est pas plus difficile à ouvrir que l'autre. Signé, le même gars. Deuxième tiroir. Celui-ci n'était pas plus difficile à ouvrir que le précédent. Signé, le petit malin. Troisième tiroir. J'ai emprunté le document LA4312. Signé, Feynman, le perceur de coffre. Scène 10. La mécanique de la terreur. Transition visuelle. On passe du ton léger à une atmosphère de film noir, de thriller d'espionnage. Mais Feynman a oublié un paramètre crucial, le contexte. Nous sommes en pleine paranoïa de la guerre froide. Quand de Hoffmann revient et trouve les 2 premiers mots, il ne rit pas. Il ne pense pas à une blague de bureau. Il voit le fantôme de Staline dans sa pièce. Analogie, la cocotte minute. Imaginez que vous viviez dans une maison où vous savez qu'une fuite de gaz peut tout faire sauter à chaque seconde. Si vous rentrez chez vous et que vous trouvez une allumette craquée sur la table avec un mot disant « joli salon », vous ne cherchez pas quel ami vous fait une blague. Votre cerveau passe en mode survie. Pour de Hoffmann, le même gars et le petit malin, ce sont des noms de code pour des agents du KGB. La panique est réelle. De Hoffmann tremble. Il croit sincèrement que les secrets de la bombe sont déjà en route pour Moscou. Et le pire, c'est qu'il n'a pas tout à fait tort d'avoir peur. Pendant que Feynman s'amuse avec des constantes mathématiques, un autre physicien, Klaus Fuchs, est réellement en train de livrer les plans de la bombe aux soviétiques dans ce même bâtiment. Scène 11. La rencontre avec le pro. On voit Feynman face à un serrurier professionnel dépêché par l'armée pour ouvrir un coffre bloqué. L'armée finit par appeler un vrai pro pour un coffre dont personne n'a la combinaison. Quand le serrurier arrive et qu'il voit Feynman, il est impressionné. « Oh, vous êtes le grand Feynman ! J'ai tellement entendu parler de vos prouesses !» Feynman, pour une fois, est perplexe. Il demande au pro. « Dites-moi, comment faites-vous, vous, pour ouvrir un coffre sans truc, sans connaître le gars, juste avec la technique ?» Le serrurier, haussant les épaules. « Ah, honnêtement, je ne sais pas faire ça. Je n'ai même pas sorti mes outils. J'ai juste essayé le code d'usine. Et ce capitaine est aussi paresseux que les autres. Il ne l'avait jamais changé. » C'est le sommet de l'absurde. 2 hommes, tous 2 célèbres pour une compétence qu'ils ne possèdent pas vraiment. Le serrurier fait du théâtre. Il apporte ses perceuses et ses lampes pour justifier son salaire, mais il compte sur la bêtise humaine. Feynman utilise la psychologie, mais il compte aussi sur la bêtise humaine. On passe notre vie à construire des murs de plus en plus hauts, sans jamais vérifier si la porte est verrouillée. On fait confiance à l'étiquette sécurité, comme si c'était un bouclier magique. Mais la physique ne connaît pas les étiquettes, elle ne connaît que les faits. La conclusion approche, car au-delà des blagues et des coffres ouverts, cette histoire cache une vérité bien plus profonde sur notre perception de la réalité. Feynman a ouvert les coffres de la bombe atomique avec un trombone et une constante mathématique. Mais qu'est-ce que cela nous dit sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, à l'ère du tout numérique ? Scène 12. Intérieur. Bureau de Hoffmann. Suite et fin de la crise. La tension est à son comble. Hoffmann, blême, s'appuie contre le métal froid de ses propres classeurs. Il ne respire plus. Pour lui, le monde s'est arrêté. Feynman, caché dans l'embrasure de la porte, observe la scène. Il réalise que son génie pour la farce vient de percuter de plein fouet la réalité brute de la peur. C'est le moment où le jeu s'arrête. Hoffmann est sur le point d'appeler le FBI, le général Groves, peut-être même le président. Il est convaincu qu'une cellule d'espionnage a infiltré son bureau. Feynman s'avance alors, un peu penaud, et le guide vers le dernier tiroir, celui avec la signature. Hoffmann l'ouvre, lit le nom de son collègue, et là, le miracle se produit. Scène 13. L'étreinte paradoxale. La terreur ne se transforme pas en colère.
elle se transforme en une gratitude presque religieuse. De Hoffmann se jette au cou de Feynman et l'embrasse. De Hoffmann, Richard, merci. Mon Dieu, merci. Ce n'était que toi. Feynman, pensif, s'adressant au spectateur. J'ai eu peur qu'il me tue. Au lieu de ça, il m'a serré dans ses bras comme si je venais de le sauver d'un naufrage. Et c'est là que j'ai compris une chose terrifiante sur la psychologie humaine. Nous préférons savoir que nous sommes vulnérables face à un ami, plutôt que de croire que nous sommes en sécurité face à un ennemi imaginaire. Scène 14. Le théâtre de la sécurité. Démystification moderne. Le narrateur marche vers un tableau blanc où il dessine un verrou complexe d'un côté et un cerveau humain de l'autre. Ce que Feynman a mis à nu à Los Alamos, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Security Theater, le théâtre de la sécurité. C'est cette idée reçue qui nous fait croire que plus un système est complexe, plus il est sûr. C'est le mythe de la forteresse de sable. Mais enfin, on n'est plus en 1945. Aujourd'hui, on a le cryptage AES 256, la double authentification, des clés de 2048 bits. Un trombone ne suffit plus pour craquer le Pentagone. Vraiment ? Vous croyez que les maths nous ont sauvés ? Prenons votre politique de mot de passe en entreprise. On vous demande 12 caractères, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Que fait l'humain moyen ? Il écrit printemps 2026. L'année d'après, été 2026. Entropie réelle contre entropie théorique. C'est exactement la même faille que Feynman exploitait. La serrure Mosler offrait 1 million de combinaisons théoriques. Mais l'utilisateur, par paresse ou par habitude culturelle, réduisait ce champ à une poignée de constantes mathématiques comme pi ou e, ou pire, à rien du tout. Le système est parfait, mais l'interface biologique, l'humain, est une catastrophe. Scène 15. Analogie du maillon faible. Narrateur. Imaginez une chaîne en titane ultra résistante, capable de retenir un paquebot. C'est votre technologie de cryptage. Mais pour fermer cette chaîne, vous utilisez un petit bout de ficelle parce que vous avez perdu le cadenas. La résistance totale de votre protection n'est pas celle du titane, c'est celle de la ficelle. À Los Alamos, le titane c'était la physique nucléaire. La ficelle, c'était la mémoire de De Hoffmann. Scène 16. La paradoxe de la transparence. Analyse profonde. Le ton devient plus sérieux, presque philosophique. Feynman a prouvé que le secret est une illusion parce qu'il repose sur l'idée que l'autre ne sait pas comment vous pensez. Mais dans un univers régi par des lois physiques universelles, personne n'est vraiment un autre. Un physicien qui cherche une constante pour son coffre cherchera la même constante que le physicien qui essaie de l'ouvrir. C'est le paradoxe de la symétrie. Feynman. Les gens pensent qu'un secret est une chose qu'on cache. Mais en réalité, un secret est une chose qu'on ne peut pas s'empêcher de trahir. Par nos choix, par nos habitudes, par notre besoin de structure. Pour ouvrir un coffre, je n'avais pas besoin d'être un criminel. J'avais juste besoin d'être moi-même. Scène 17. L'espion dans le miroir. Barrières et limites. On revient sur l'image de Klaus Fuchs, le véritable espion. Voici le twist final du destin. Lorsque Klaus Fuchs a été arrêté en 1950 pour avoir livré les secrets de la bombe à l'URSS, les services secrets britanniques lui ont demandé « Selon vous, qui d'autre à Los Alamos aurait pu être un espion ?» Fuchs a pointé du doigt Richard Feynman. « Quoi ? Pourquoi ? Feynman était le plus loyal de tous !» Parce que Feynman était le seul à avoir montré que les serrures ne signifiaient rien. Dans un monde de paranoïa, celui qui dénonce la fragilité du système est perçu comme celui qui veut le détruire. C'est la limite fondamentale de la vérité. Elle ressemble souvent à une trahison. Feynman ne voulait pas donner la bombe aux Russes. Il voulait donner aux Américains la conscience de leur propre vulnérabilité. Mais l'institution préfère le confort d'un mensonge bien verrouillé à l'inconfort d'une vérité ouverte au trombone. Scène 18. Transition vers la conclusion. L'image de l'armoire métallique s'efface pour laisser place à une vue de la Terre depuis l'espace. Alors, qu'avons-nous appris ?
Que les génies sont parfois stupides? Que la sécurité est une pièce de théâtre? Oui, mais il y a quelque chose de plus grand. Si Feynman passait ses journées à crocheter des serrures, ce n'était pas seulement pour rire. C'était pour s'entraîner à la seule tâche qui compte vraiment pour un scientifique, percer les coffres-forts de la nature elle-même. Car l'univers, lui aussi, a ses secrets. Il a ses constantes, il a ses codes, et il attend que quelqu'un ait l'audace de venir jouer avec son cadran. Scène 19. Intérieur, laboratoire, jour. Une dernière rencontre vient sceller cette épopée du doute. On voit Feynman face au vrai serrurier, l'expert dépêché par le gouvernement. C'est l'instant de vérité entre deux maîtres de l'illusion. Un jour, à Los Alamos, le système a fini par appeler un professionnel, un serrurier de métier, censé ouvrir le coffre récalcitrant d'un capitaine. Quand cet homme arrive et apprend que Feynman est dans les parages, il s'illumine. « Dieu, vous êtes Feynman, le grand perceur de coffres !» dit-il avec une admiration sincère. Feynman est troublé. Lui, l'amateur, est admiré par le pro. Mais la suite est encore plus révélatrice de la nature humaine. Feynman, dites-moi, comment faites-vous pour ouvrir un coffre à froid? Sans astuce, sans connaître le propriétaire, sans code d'usine. Apprenez-moi votre art. Le serrurier le regarde, désemparé. Il avoue qu'il n'en a aucune idée. Il utilise les mêmes méthodes que Feynman, la paresse des gens. Et si cela ne marche pas? Il met en scène son expertise. Si on me demande de percer un coffre parce que je n'arrive pas à deviner le code, je fais du cinéma. Je sors mes outils massifs, je fais beaucoup de bruit, je sors ma perceuse, je transpire. Je donne au client le spectacle qu'il a payé. C'est le coup de grâce pour notre vision du monde. Le pro et l'amateur sont deux faces d'une même pièce. Ils ne battent pas la machine, ils lisent l'humain derrière la machine. Le serrurier lit la salle. Feynman lit le cerveau de celui qui a choisi la combinaison. Et le fossé entre ce que les gens supposent être vrai, une maîtrise technique absolue, et ce qui est réellement vrai, une compréhension fine des biais cognitifs, c'est là que vivent toutes les légendes. Scène 20. Le fil conducteur de 70 ans. On pourrait se dire que c'est une vieille histoire d'armoire en fer. Mais regardez vos mains. Regardez votre clavier. 70 ans plus tard, rien n'a changé. Les entreprises dépensent des milliards en pare-feu, en cryptage quantique, en infrastructures de pointe. Et pourtant, la faille reste la même, l'humain. La forteresse et la sonnette. C'est comme si vous construisiez une muraille de 50 mètres de haut, entourée de douves remplies de requins, mais que vous laissiez un petit panneau à l'entrée disant « La clé est sous le paillasson, mais s'il vous plaît, ne la prenez pas ». On appelle cela l'ingénierie sociale. Feynman en était le pionnier sans savoir. Il savait que le maillon le plus faible de n'importe quel système de sécurité n'est pas le boulon, ni le bit informatique, mais la personne qui doit se souvenir de la combinaison à 8 heures du matin, avant son café. Scène 21. La beauté du réel. Leçon philosophique. Le visuel change. On quitte le bureau pour des images de nébuleuses, d'atomes en mouvement, de vagues s'écrasant sur le rivage. La musique devient transcendante. Alors, pourquoi Feynman a-t-il fait tout ça? Pourquoi risquer sa réputation? Pourquoi narguer l'armée? Ce n'était pas par arrogance, c'était par amour pour la réalité. Feynman détestait l'idée que le monde puisse être protégé par des secrets. Pour lui, la nature est un livre ouvert. Les secrets n'existent que dans l'esprit de ceux qui ne regardent pas assez attentivement. Feynman, j'ai ouvert les coffres contenant tous les secrets de la bombe. Les plannings du plutonium, les procédés de purification, le design de l'arme, le fonctionnement des neutrons, tout, le grand schmir. Et je n'ai pas eu besoin de force. J'ai juste eu besoin de me demander qui a réglé cette combinaison et quel genre de chiffre cette personne choisirait-elle. C'est une métaphore de la science elle-même. La science ne force pas les portes de la nature avec un marteau-piqueur. Elle s'assoit devant le cadran de l'univers. Elle écoute les petits cliquetis. Elle cherche les constantes. Elle essaie de comprendre la psychologie de la création. Feynman traitait les serrures comme il traitait la mécanique quantique, avec une curiosité sans limite
et un refus total de se laisser impressionner par l'étiquette « impossible ». Scène 22. Le sens d'une vie. Conclusion émotionnelle. N'oublions pas Arlène. Au moment où Feynman devenait le grand perceur de coffres, il perdait la seule chose qu'il ne pouvait pas déverrouiller, la vie de sa femme. Cette dualité définit l'existence. Nous pouvons craquer les codes de l'atome, nous pouvons voler les secrets du feu nucléaire, mais nous restons des êtres fragiles, soumis à l'entropie et au temps. Feynman nous a laissé un cadeau précieux. Il nous a montré que le monde n'est pas une boîte noire scellée par des dieux ou des experts. C'est un puzzle magnifique, complexe, mais déchiffrable. La sécurité totale est un mythe, la peur est souvent une illusion, et la vérité est accessible à quiconque possède un trombone, de la patience et assez de courage pour poser la question. Et si c'était plus simple qu'on ne le croit ?